Je vis dans un château qui n'a rien d'un palais, et pourtant il règne sur moi comme une loi ancienne. Une bâtisse de tuffeau, cette pierre de Loire, pâle et tendre, qui se laisse sculpter comme un souvenir, mais qui garde à l'intérieur des veines plus dures. Quand le mat tombe sur les façades, la lumière n'éclaire pas. Elle caresse, elle pardonne. Et moi, je ne pardonne pas. On croit que la solitude à 80 ans a le goût d'une tisane tiède et de rideaux tirés. C'est plus précis que cela. La solitude a l'odeur de cire d'abeille sur le bois ciré, de linge lavé trop parfaitement, et de vieux cuir, celui des dossiers qu'on n'ouvre plus, mais qu'on refuse de jeter. Elle a le son d'une horloge comtoise qui ne s'autorise aucun retard. Elle a surtout la forme un ordre impeccable, comme une mise en page. Je m'appelle Thérèse de Vigny. Le 2 est un détail auquel on attribue trop de pouvoir, et pourtant il change tout. Il ne me donne pas plus de valeur. Il me donne une posture, une manière de tenir mon menton, de tenir mes phrases, de tenir ma colère comme on tient un verre de Sancerre, sans trembler même si l'on a froid aux doigts. J'ai été éditrice de mode autrefois. Ce mot « mode » amuse les gens qui aiment croire que le luxe n'est qu'une frivolité. Ils confondent les étoffes et l'étoffe. La mode, c'était une discipline. L'art de voir la faille invisible dans la couture d'une robe et l'art de faire croire qu'elle n'existait pas. J'ai passé ma vie à corriger des imperfections jusqu'à en faire une signature. On m'appelait exigeante, je préférais précise. Les mots sont une porcelaine. On les choisit pour leur son, mais on ignore la fêlure qu'ils portent déjà. Dans ce château, chaque chose est à sa place, comme si j'avais peur qu'un objet déplacé fasse entrer le chaos. Les livres reliés par couleur, les verres de cristal rangés par hauteur, les bouquets, toujours des fleurs pâles, jamais de rouge. Le rouge, c'est la vie, ou la faute. Je n'ai gardé que le pourpre, cette nuance qui ressemble à un crépuscule bien éduqué. Je traverse la galerie où les portraits de famille regardent le sol plutôt que moi. Cela m'arrange. Les Vigny n'ont jamais aimé qu'on les observe de trop près. Ils préfèrent être admirés à distance, comme des châteaux qu'on photographie depuis la route. Au bout du couloir, la fenêtre donne sur la vallée. La Loire étire son ruban, lente et souveraine, comme si le temps lui-même y marchait plus doucement. On dit que les fleuves emportent les secrets. Je crois au contraire qu'ils les déposent, couche après couche, au fond des berges, là où personne ne va creuser. Je ne reçois presque plus. Les salons, les dîners, les visites par politesse se sont raréfiées à mesure que mon nom cessait d'être utile à ceux qui s'en servaient. Les gens du monde ne disparaissent pas. Ils se déplacent. Ils vont vers la nouveauté, vers les visages plus lisses, vers les fortunes moins anciennes et plus bruyantes. Moi, je suis restée ici, dans une élégance qui se ferme comme un coffre. Il y a, dans ce coffre, une pièce que je n'exhibe jamais, la haine. Je la garde comme on garde un service en porcelaine de Sèvres, dans un vaisselier à l'abri de la poussière, enveloppé d'un papier fin, prêt à être sorti pour une occasion rare. Ma haine est bien élevée. Elle ne crie pas. Elle ne gesticule pas. Elle sourit avec une retenue impeccable. Puis elle se retire avec une phrase qui coupe net, comme un rasoir passé sur une peau déjà fragile. Le nom qui la nourrit depuis des décennies est celui de Morel, Étienne Morel. Je n'ai pas prononcé ce prénom à voix haute depuis si longtemps que je pourrais croire qu'il n'a jamais existé. Mais il suffit d'un geste, une main posée sur un tiroir, une clé tournée dans une serrure, pour que son ombre se relève. Un homme peut vieillir, changer de ville, perdre ses cheveux, se refaire une vie, devenir un grand-père au sourire doux. Dans ma mémoire, il demeure au même âge, au même regard, à la même exactitude dangereuse. Je me suis fabriqué une forteresse de silence autour de lui. Une forteresse efficace, si l'on mesure l'efficacité au nombre de larmes évitées, au nombre de nuits épargnées, au nombre de lettres non écrites. Mais une forteresse, même en pierre de Loire, finit par se fendre. Les fissures ne sont pas des cris, elles sont des lignes fines, presque élégantes, qui dessinent peu à peu la carte de ce qu'on a refusé de sentir. Ce matin-là, je remarque une chose infime, un détail qui, pour d'autres, n'aurait aucun poids. Sur la table du petit salon, la nappe est parfaitement tendue, mais le vase, lui, n'est pas tout à fait centré. 1 centimètre, peut-être moins. Je m'arrête, je fixe ce décalage comme on fixe une trahison. Et je comprends sans le dire que ce château,
mon empire de calme commence à m'échapper. Pas à cause des années, à cause de ce que les années n'ont pas réussi à éteindre. L'été 1968 a une odeur que personne n'ose de se décrire correctement. On parle des pavés, des slogans, des étudiants, des barricades comme d'une fresque héroïque, un tableau qu'on accroche dans un salon pour prouver qu'on a compris son époque. Moi, je me souviens d'autre chose. La sueur froide sur la nuque quand on traverse une rue trop bruyante, le goût métallique de la peur dans la bouche et cette poussière, pas celle des ruines, mais celle des idées qui s'effritent. Paris, ce mois-là, n'était plus Paris. C'était une porcelaine fêlée qu'on continuait à utiliser pour le thé, comme si le liquide chaud pouvait recoller les lignes. On marchait sur une ville qui craquait. Et dans cette ville, moi, Thérèse de Vigny, je croyais encore que la perfection pouvait tenir debout à condition de rester immobile. J'avais 24 ans, l'âge où l'on se croit invincible parce qu'on ne sait pas encore nommer ses blessures. Je sortais à peine de mes premières années dans l'édition. Déjà le regard aiguisé, déjà le mépris secret pour ce qui déborde, déjà cette obsession du juste. Je travaillais alors sur un projet de collection, une série de pages consacrées aux artisans, aux ateliers, au luxe qui ne se crie pas. J'aimais ce mot « artisan ». Il sentait le geste, la patience, l'orgueil silencieux. Il sentait aussi la vérité. C'est là que j'ai rencontré Étienne Morel. Il n'était pas de mon monde, mais il en connaissait les codes comme un musicien connaît un morceau sans l'avoir appris au conservatoire. Il venait, disait-il, d'une famille de province. Il avait ce type de politesse qui n'est pas une soumission, une élégance sans servilité. Il parlait peu, et quand il parlait, ses mots étaient nets, sans fioriture, comme une phrase écrite avec une plume bien taillée. Je l'ai aimé au premier défaut. Ce n'était pas son sourire, trop facile. C'était pas ses mains, trop sûres. C'était sa façon de regarder une vitrine, un détail, une pierre, avec une intensité qui me donnait l'impression qu'il voyait derrière la vitre, derrière la surface, derrière moi. Les hommes de mon milieu regardaient les femmes comme on regarde un tableau qu'on veut posséder. Étienne me regardait comme un document qu'on cherche à comprendre. Cela m'a irrité, cela m'a envoûté. Nous nous retrouvions dans des endroits discrets, presque honteux pour une Vigny, des cafés où le sucre collait aux soucoupes, des salles de concert où l'on venait écouter Bach pour ne pas se parler. Je me souviens d'une soirée, la plus nette. Nous étions assis au balcon, la musique montait comme un fleuve, régulière, calme, indifférente au tumulte des rues. En bas, les archers entraient, sortaient, et moi je pensais, voilà ce que je veux. Un monde où tout obéit à une structure, même l'émotion. Étienne, lui, ne pensait pas comme moi. Je le comprenais à sa respiration. Quand l'orchestre suspendait une note, il ne retenait pas son souffle pour maintenir l'ordre. Il le laissait partir, comme si le vide avait sa place. À cette époque, je dessinais. Pas des robes, des bijoux. Je n'en parlais à personne, parce que dans ma famille, on ne dessine pas, on commande. Mais moi, je traçais sur des carnets des lignes fines, nerveuses, comme si je pouvais enfermer ma vie dans une forme. Une broche, surtout. Une pièce que j'imaginais sur un col de chemisier. Une lavande stylisée. Pas la fleur naïve, pas la carte postale. Une lavande comme une flamme froide, faite de pierres mauves et de métal pâle. Le pourpre, déjà. L'ombre du futur. Je travaillais ce dessin avec une précision presque cruelle. Chaque facette, chaque angle. Je voulais une pièce qui ne pardonne pas l'à peu près. Étienne me regardait faire. Il ne complimentait pas. Il posait une question parfois, et sa question trouvait immédiatement la zone fragile de mon idée. Cela me rendait furieuse et heureuse. Puis Paris s'est mis à trembler plus fort. Les manifestations, les rumeurs, les réunions, la paranoïa dans les bureaux. On parlait de listes, de dénonciations, de carrières brisées en une nuit. Les gens du monde se sont mis à jouer à la Révolution comme on joue au théâtre, puis à refermer leurs rideaux quand le bruit devenait trop proche. Moi, je me suis accrochée à mon dessin comme à une bouée, une forme, au moins, qui ne change pas. Un après-midi, dans mon appartement, j'ai laissé le carnet ouvert sur la table. Étienne était venu. Il pleuvait, cette pluie chaude, lourde, qui rend la ville plus sale. Nous nous sommes disputés pour presque rien. Une phrase de moi, trop hautaine, une phrase de lui, trop vraie. Je me revois me détourner, chercher une cigarette que je ne fumais pas vraiment, juste pour faire un geste.
Quand je me suis retournée, le carnet n'était plus là. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas demandé tout de suite. J'ai senti dans ma poitrine quelque chose se contracter comme un fil qu'on tire trop fort. Étienne, debout près de la fenêtre, avait ce calme qui ressemble à une porte fermée. « Tu l'as pris ?» ai-je dit. Il m'a regardé longtemps. Un regard où passait quelque chose de grave, de presque tendre, comme une décision. « Il vaut mieux que tu ne l'aies pas maintenant, » a-t-il répondu. Ce n'était pas une confession, ce n'était pas un mensonge non plus. C'était pire, un silence habillé. Et ce jour-là, sans violence apparente, sans éclat, sans scène, juste une nappe de pluie sur Paris, la première fissure s'est ouverte. Pas sur la porcelaine de la ville, sur la mienne. En 2024, la Loire n'a pas changé de lenteur, seulement de témoin. Les mêmes brumes s'accrochent aux berges au petit matin. Les mêmes signes glissent comme s'ils savaient qu'aucun drame humain ne peut rivaliser avec un fleuve. Ce qui a changé, c'est l'air. Il est plus léger, plus pressé, traversé de mots modernes, projet, subvention, patrimoine, résilience. Des mots qui prétendent réparer comme on colle une étiquette neuve sur une vieille malle. Je croyais avoir tout verrouillé. Mon château, mes habitudes, mes souvenirs. Je croyais avoir cimenté le passé dans une cave, comme on descend une bouteille trop précieuse et trop dangereuse. On la conserve, mais on n'y touche pas. Et pourtant, il a suffi d'un nom prononcé dans une conversation, d'un sourire aperçu au détour d'un chantier, pour que la serrure grince. Mon petit-fils Alban est revenu un dimanche de mars. Il avait cette allure de ceux qui ne veulent pas ressembler à leur lignée. Les épaules moins raides, le col moins impeccable, un détail de négligence choisi avec soin. Il est architecte de restauration. Il travaille sur des édifices qui tiennent debout par miracle et par obstination. Des chapelles romanes, des porches mangés par le lichen, des voûtes que le temps a rongées comme une dent. Je lui ai servi du thé. Un Darjeeling que je conserve depuis des années, comme si l'infusion pouvait protéger la conversation de l'inconvenant. Alban a parlé du chantier qu'il occupait. Une petite église à quelques kilomètres, oubliée des itinéraires touristiques, avec un clocher modeste et des pierres qui suintent l'humidité. Il m'a décrit les fissures de la nef avec un enthousiasme presque intime, comme si une fracture était pour lui une promesse. Puis il a dit son prénom, Inès. Un prénom doux, trop doux, comme une étoffe qu'on caresse malgré soi. Il l'a prononcé sans provocation, sans précaution, exactement comme on pose un verre sur une table, en croyant que cela ne fera pas de bruit. Elle travaille sur les pierres, a-t-il ajouté. Les gemmes, les incrustations, tout ce qui demande une main sûre. Je n'ai pas réagi. J'ai appris, très tôt, que le corps trahit plus vite que la voix. Je me suis contentée de remuer mon thé lentement avec une cuillère d'argent. La porcelaine a teinté, un son minuscule, mais trop net. Dans ma tête, le tintement était une alarme, une artisane des gemmes, dans ma vallée. Et mon petit-fils, cet enfant que j'ai vu courir dans les allées du jardin, tombe amoureux d'une femme qui travaille avec les pierres. Les pierres, comme mon dessin, comme mon pourpre, comme cette broche fantôme qui avait marqué 1968 d'une cicatrice invisible. Je l'ai questionnée avec la neutralité d'une ancienne éditrice. Des questions précises, sans émotion affichée. Elle est d'ici ? Oui. Sa famille a un atelier pas loin de Saumur. Ils font des pièces pour des maisons parisiennes, mais ils restent discrets. Discrets. Le mot a eu sur moi l'effet d'une main froide. Le lendemain, j'ai pris la voiture. Je n'aime pas conduire. C'est une activité qui impose d'accepter l'imprévu. Un virage, un tracteur, un enfant qui traverse. Mais je suis allée jusqu'à cette église. Le chantier était là, simple, presque humble. Des échafaudages, des bâches, des seaux. Une odeur de pierre mouillée et de chaud. On aurait dit un corps ancien qu'on tentait de soigner sans anesthésie. J'ai vu Alban de loin, penché sur des plans, et j'ai vu la jeune femme, Inès. Elle portait des gants fins, pas ceux des salons, ceux des ateliers. Ses cheveux étaient attachés sans coquetterie. Elle tenait une loupe et un petit outil, et ses gestes avaient une lenteur concentrée. Pas la lenteur du luxe, la lenteur du travail vrai. Je l'ai observée comme on observe une fleur qu'on n'a pas plantée dans son jardin, avec suspicion et avec une curiosité involontaire. Elle s'est relevée et son regard a balayé l'espace avant de s'arrêter, une seconde sur moi. Rien dans ses yeux n'était insolent. Ce n'était pas une fille qui défie, c'était une fille qui voit.
Et dans cette seconde, j'ai senti le passé se déplacer, non pas comme une explosion, mais comme une fissure qui s'étend sous une couche de peinture. Je suis restée immobile. La brume s'effilochait au-dessus des vignes, et l'église, derrière les échafaudages, semblait respirer difficilement. J'ai pensé avec une lucidité sèche. Ce n'est pas l'amour de mon petit-fils qui menace mon empire, c'est la réparation. Parce que réparer, c'est toucher aux fissures. Et que certaines fissures, si on les éclaire, deviennent des aveux. Je n'ai pas interdit. Interdire est une vulgarité. C'est le geste des gens qui n'ont que leur voix pour régner. Moi, j'ai toujours préféré les forces invisibles. Un dîner où l'on n'invite pas, une recommandation glissée dans la bonne oreille, une porte qui se ferme sans claquer. Dans l'ancien monde, la cruauté la plus efficace ne laisse pas de traces sur la peau. Elle se contente de déplacer l'air. J'ai donc observé d'abord. J'ai laissé Alban parler d'Inès comme on laisse un malade décrire sa fièvre, sans le contredire, en notant les symptômes. Il disait « elle », mais on entendait « nous ». Il évoquait sa patience, sa façon de respecter la pierre, sa précision. Il parlait d'elle comme j'aurais parlé d'un bon texte, net, travaillé, sans effet inutile. J'aurais dû m'en réjouir. J'ai senti, au contraire, mon orgueil se contracter, cette vieille armure qui croit encore qu'elle protège alors qu'elle étouffe. J'ai demandé le nom de l'atelier avec un sourire posé sur mes lèvres comme un bijou de famille, un objet précieux mais froid. Le soir même, j'ai appelé Paris. Pas un ami, j'ai cessé de croire à l'amitié dans les salons il y a longtemps. J'ai appelé une relation, un homme qui siège encore dans des conseils, qui connaît les dossiers avant les journaux et les chiffres avant les scrupules. Une voix calme, bien nourrie, avec ce petit rire discret des gens qui s'imaginent au-dessus du réel. Thérèse, ça fait longtemps. Justement, je n'ai pas dit « je veux détruire ». J'ai dit « je souhaite sécuriser ». Il a compris. Les mots sont des gants, ils permettent de toucher la saleté sans se salir. L'atelier Morel, car j'avais déjà fait remonter le nom par une secrétaire et 2 appels, travaillait, semble-t-il, en sous-traitance pour une petite maison de joaillerie qui cherchait des investisseurs. Je n'ai pas acheté la maison, pas encore. J'ai acheté la possibilité de l'acheter. Une option, une menace polie. Puis j'ai agi sur l'autre terrain, celui où je suis le plus dangereuse parce que je n'y ai jamais été contredite. Le cercle. Dans la Loire, l'aristocratie locale a l'élégance des vieilles pierres, belle mais poreuse, pleine de mousse et de rancune. On se connaît depuis toujours, on se déteste à voix basse, on s'invite par devoir. J'ai fait ce que je sais faire. J'ai commencé à orienter les conversations. À un déjeuner, j'ai évoqué, comme en passant, l'importance de la tenue dans les chantiers patrimoniaux. Il faut des artisans irréprochables, ai-je soufflé. On restaure une église comme on restaure une réputation, un faux geste, et tout s'effondre. J'ai vu les regards s'aiguiser. Les regards sont des couteaux qui aiment être affûtés par quelqu'un d'autre. Une autre fois, j'ai parlé de provenance, ce mot qui, dans mon monde, ne concerne pas seulement les pierres, mais aussi les gens. Certaines familles ont des zones d'ombre, ai-je dit en déposant ma tasse. Ce n'est pas une faute, mais c'est un risque. Le risque, toujours le risque. La morale des lâches. Je n'avais pas besoin de dire Morel. Les vieux noms circulent comme des parfums. Une seule note suffit pour que tout le monde reconnaisse la fragrance. Et puis, j'ai rencontré Inès de plus près. Ce fut lors d'une réception à Montsoreau. Un vernissage, une association de sauvegarde, des petits fours trop secs et un quatuor qui jouait Debussy comme si la musique devait rester en arrière-plan, à sa place. Alban était venu malgré moi. Inès l'accompagnait, sobre, discrète, presque trop. Je l'ai approchée avec la courtoisie d'une reine en exil. « Mademoiselle, Inès, n'est-ce pas ?» Elle a relevé les yeux. De près, son regard n'avait pas l'insolence des ambitieuses ni la soumission des arrivistes. Il y avait autre chose, une sorte de calme obstiné, comme une pierre qu'on peut polir, mais qu'on ne peut pas persuader. « Oui, madame. Madame, pas Thérèse. Elle m'a donné mon titre comme on tend une arme à celui qui l'a déjà. Vous travaillez avec les gemmes, m'a-t-on dit. Avec ce que le temps abîme, surtout. La réponse a glissé sous ma peau. Ce n'était pas une provocation, c'était une vérité. Et la vérité, quand elle est dite sans emphase, est plus tranchante qu'un cri. Je l'ai regardée, vraiment. J'ai vu ses mains.
Elle portait de minuscules marques, ces blessures fines du travail manuel, invisibles aux gens du monde. Je me suis surprise à penser à mon propre carnet volé, à mes lignes de lavande, à cette broche qui n'a jamais existé autrement que dans ma mémoire. J'ai souri. Le temps abîme tout, ai-je murmuré. Certains apprennent à l'accepter, d'autres le combattent. Elle n'a pas baissé les yeux. On peut aussi le réparer. Le mot est resté entre nous, suspendu comme une note tenue trop longtemps. Réparer. Dans ma bouche, il avait toujours signifié effacer les défauts. Dans la sienne, il semblait vouloir dire révéler la fissure et la rendre belle. Je suis rentrée au château avec une certitude froide. Je n'allais pas les laisser faire. Pas parce que je craignais qu'Alban m'abandonne, parce que je craignais beaucoup plus profondément qu'il ait raison de le faire. Le lendemain, je n'ai pas accéléré la machine. J'ai simplement laissé la pression s'installer comme une humidité dans les murs. Invisible, mais tenace. Dans mon monde, on ne frappe pas à la porte. On modifie la température de la pièce jusqu'à ce que l'autre se sente de trop. Alban, pourtant, ne s'est pas plié. Il a continué à se rendre au chantier. Il a continué à prononcer le prénom d'Inès sans trembler, comme si ce prénom était une pierre posée au milieu de mon salon. Un obstacle qu'on ne contourne pas par politesse. Puis, il m'a annoncé sa décision un soir d'avril, à table entre la poire et le fromage. Je me souviens de la lumière, un soleil bas, couleur de miel, qui entrait par la fenêtre et donnait aux objets une douceur trompeuse. Je m'étais servi un verre de chinon, un rouge discret mais ferme, et j'avais mis du Bach les variations Goldberg pour empêcher les phrases d'être trop vives. « Grand-mère », a-t-il dit, « je vais quitter le château. » Il a prononcé « quitter » avec cette simplicité des gens qui ont fait leur deuil avant de parler. Je n'ai pas laissé mon visage bouger. À 80 ans, on apprend à tenir ses traits comme on tient une tasse brûlante, sans montrer la douleur. « Pour aller où ?» ai-je demandé. « Dans un appartement à Tours, proche du chantier. Et d'elle. D'elle. » Il n'avait même pas besoin de dire Inès. Il savait que le mot suffisait à provoquer en moi un frisson. Pas de colère visible, non, un frisson plus ancien, comme si une vieille cicatrice se remettait à démanger. « Tu renonces à ton confort pour une passade, ai-je dit doucement. La douceur, chez moi, est une lame enveloppée de velours. Alban n'a pas reculé. Ce n'est pas une passade, et je ne renonce pas, je choisis. Choisir. Le verbe m'a brûlé plus que le vin. Dans ma vie, on ne m'avait jamais laissé choisir. On m'avait laissé organiser. Ce n'est pas pareil. Organiser, c'est déplacer les meubles. Choisir, c'est déplacer soi-même. Je me suis contentée d'un silence. Le silence, quand il est bien posé, a l'autorité d'un verdict. Mais il n'a pas flanché. Il s'est levé, m'a embrassé sur le front, un baiser respectueux, presque rituel, et a quitté la pièce. 2 jours plus tard, la chambre d'Alban était vide. Je suis montée moi-même. J'ai ouvert les placards. J'ai vu l'espace laissé par ses chemises, ses plans, ses carnets. Un vide net, sans désordre. Il avait emporté ses affaires comme on quitte un lieu sans vouloir humilier ceux qui y restent. Cette délicatesse m'a vexée plus qu'un départ brutal. Parce qu'elle me privait de l'argument, je ne pouvais pas le traiter d'ingrat. Il ne m'avait rien pris, il s'était retiré. Le même après-midi, j'ai reçu un petit paquet. Pas un colis anonyme, pas une livraison. Un paquet enveloppé dans un papier épais, attaché d'une ficelle fine, comme un cadeau de province, humble en apparence, mais travaillé. Sur l'étiquette, une écriture régulière, Inès. Je l'ai posé sur mon bureau sans l'ouvrir comme on pose une lettre qu'on refuse de lire. Je suis restée longtemps à le regarder. Mon blason gravé sur le buvard semblait me juger. Puis j'ai coupé la ficelle avec un coupe-papier, un geste d'une ironie presque indécente. À l'intérieur, il y avait une broche, une lavande stylisée. Je l'ai reconnue avant même de comprendre. La forme était proche de mon dessin perdu. Pas identique, non. Une variation. Comme un thème musical repris autrement, avec une nuance qui change tout. Le métal n'était pas le même. La pierre centrale n'était pas un mauve orgueilleux, mais un violet plus doux, traversé d'une lumière intérieure, comme si la couleur avait accepté de respirer. Sous la broche, une petite carte, sans signature grandiloquente, sans excuse. Ce n'est pas une copie, c'est une réparation. Une fissure peut devenir un fil d'or. J'ai serré la broche dans ma main. Le métal a marqué ma paume, légèrement. J'ai pensé aux céramiques japonaises que j'avais vues autrefois dans une exposition,
On réparait les cassures avec de la laque mêlée d'or, et la pièce, au lieu de retrouver son illusion intacte, assumait sa blessure comme une beauté. Je détestais cette idée, parce qu'elle insinuait que ma vie, si soigneusement polie, n'avait été qu'une illusion. J'ai reposé la broche. Je l'ai regardée comme on regarde un miroir qu'on n'a pas demandé. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas su quelle arme utiliser contre cela. Je n'ai pas porté la broche. Bien sûr que non. Je l'ai enfermée dans un tiroir, sous des papiers, comme on enferme un parfum trop puissant. Pourtant, certains soirs, j'ouvrais le tiroir sans raison, juste pour vérifier qu'elle était là, preuve matérielle d'une fissure que je refusais d'avouer. C'est à la fin de mai que mon corps a décidé de trahir avant ma bouche. On s'imagine qu'un accident vasculaire est un tonnerre, une chute spectaculaire, une scène. Chez moi, ce fut plus insidieux. Une phrase interrompue au milieu d'un mot, une main qui glisse sur le rebord d'une table, et ce vertige bref, comme si le château avait pivoté d'un quart de tour. Le monde n'a pas explosé. Il s'est légèrement décalé, exactement comme ce vase mal centré qui m'avait tant irrité, sauf que cette fois, c'était mon propre axe. J'ai voulu appeler, mais ma voix s'est faite mince, étrangère. Je me suis assise, je me suis redressée, je me suis ordonnée d'aller bien, comme on ordonne à un domestique de refermer une fenêtre. L'orgueil, parfois, croit qu'il peut commander au sang. Quand la voiture d'ambulance est arrivée, je n'ai pas pleuré. J'ai vérifié que mon châle était correctement posé sur mes épaules. J'ai demandé qu'on prenne mon sac, mes lunettes, mon carnet. J'ai fait ce que j'ai toujours fait, mettre de l'ordre sur le bord du gouffre. À l'hôpital, tout sentait la javel et l'oubli. Les couloirs avaient cette lumière blanche qui ne flatte personne, pas même les souvenirs. J'ai détesté immédiatement cet endroit, non pas parce qu'il était rude, mais parce qu'il était égalitaire. Ici, une de Vigny n'est qu'un nom sur un bracelet en plastique. Le médecin a prononcé des mots prudents. Petit accident, prise en charge rapide, repos, rééducation légère. Des mots qui rassurent les familles et insultent les vieilles femmes fières. Je l'ai écouté comme on écoute une critique mal écrite, en repérant les faiblesses, en gardant mon visage intact. On m'a installé dans une chambre calme, une chambre où l'on entendait au loin les pas des infirmières comme une pluie régulière. Les premiers jours, j'ai reçu des visites convenues. Une cousine qui parlait trop, une amie qui disait « ma chère » comme on pose une étiquette, et puis plus rien. L'habitude du monde est d'être présent tant que cela se voit. Ce qui m'a surprise, c'est la présence d'une jeune femme. Elle venait en fin d'après-midi, quand la lumière commençait à descendre et que les chambres prenaient une teinte de dimanche. Elle ne portait pas l'uniforme. Elle n'avait pas le parfum des salons non plus. Elle avait une odeur de savon simple et parfois une nuance minérale, comme la pierre après la pluie. Elle s'asseyait près du lit sans précipitation. Elle ne posait pas de questions indiscrètes. Elle disait peu. Mais son silence n'était pas vide. Il avait une texture. Un silence qui accompagne, pas un silence qui juge. « Vous avez mal ?» demandait-elle parfois. Je répondais par une phrase sèche, par réflexe. J'ai connu pire. Elle ne souriait pas, elle ne me contredisait pas. Elle se contentait de dire « Alors vous savez déjà comment tenir ». Elle m'apportait un verre d'eau, ajustait l'oreiller, relevait la couverture avec une précision presque artisanale. Elle avait ce type de délicatesse qui n'est pas servile. Une délicatesse qui ressemble à un geste de métier, ni flatterie, ni pitié. Un jour, en voyant mes doigts chercher un stylo, maladroit, elle a posé sa main sur la table. Si vous voulez écrire, commencez par une ligne, une seule, comme en dessin. Le reste suit. Le mot dessin a traversé mon esprit comme une lame fine. J'ai tourné la tête vers elle. Son profil, sa concentration, cette manière de regarder mes mains comme si elles étaient un matériau à restaurer. J'ai senti au fond de moi une évidence s'approcher, dangereuse. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. Elle a baissé les yeux sur mes doigts, pas sur mon nom. Quelqu'un qui sait que les choses cassées ne sont pas forcément perdues. Puis elle a repris d'une voix presque neutre. « Reposez-vous, madame. » « Madame, encore. » Toujours ce « madame » qui tenait la distance comme un fil tendu. Et moi, dans cette chambre où mon blason ne signifiait rien, je me suis retrouvée dépendante d'une présence dont je n'avais pas le droit de connaître la source. Le soir, quand elle partait,
Il restait dans l'air une sensation étrange, comme si quelqu'un avait entrouvert une fenêtre dans un château trop longtemps fermé. Et cela, je le détestais autant que je le désirais. Je l'ai reconnu un matin de juin, non pas à cause d'un aveu, mais à cause d'un détail. Toujours les détails. Elle s'était penchée pour ramasser un livre tombé de ma table de chevet, un vieux volume de Proust que j'avais exigé comme on exige une couverture familière. En se relevant, sa manche a glissé, découvrant un bracelet fin, presque invisible. Un fil d'or tressé autour d'une petite pierre violette, imparfaite, vivante. La même nuance que la broche enfermée dans mon tiroir, le même pourpre, mais sans arrogance. Mon cœur, ce muscle que j'avais cru dompter, a serré. Je n'ai pas laissé mon visage bouger, mais ma respiration a trahi une irrégularité minuscule. Elle l'a entendu. Elle a reposé le livre, puis a attendu. Elle avait cette patience des gens qui travaillent la matière. Ils savent que rien ne se force, qu'un choc brutal brise davantage. Inès, ai-je dit. Le prénom est sorti de ma bouche comme une poussière longtemps retenue. Elle a fermé les yeux une seconde, non pas de honte, mais comme on accepte une étape. Puis elle a hoché la tête. « Oui, madame. Je n'ai pas demandé « Pourquoi êtes-vous là ?» La réponse était trop évidente. « Alban. » Et l'autre évidence, plus acide, portait un autre nom. « Morel. » J'ai senti la vieille haine se lever en moi, prête à prendre sa place habituelle. Mais à la place, il y eut une fatigue immense, comme si mon corps refusait de continuer à jouer le même rôle. « Vous saviez qui j'étais ?» ai-je soufflé. « Je l'ai deviné, a-t-elle répondu. Mais je ne suis pas venue pour ça. » Elle a parlé sans emphase, sans triomphe. Sa voix avait la sobriété d'une main sur une pierre fragile. « Je suis venue parce que vous étiez seule. » Cette phrase aurait dû me mettre en rage. Elle m'a, au contraire, frappée par sa simplicité. Seule, le mot était exact, donc indécent. Je l'ai fixée, cherchant la faille. Elle n'offrait rien, ni excuse, ni provocation. Alors j'ai utilisé ma dernière arme, le soupçon. Votre grand-père, Étienne, a-t-il voulu vous envoyer ici pour vous donner le beau rôle, pour m'achever avec de la gentillesse? À ce moment-là, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Un éclat bref, dur, comme une pierre qu'on heurte. « Non, a-t-elle dit. Il ne sait même pas que je viens. » Silence. Puis elle a ajouté, plus bas, « Il ne sait presque rien depuis longtemps. Il a gardé trop de choses pour lui. » Elle s'est levée, a ouvert son sac et a sorti une enveloppe plate, un papier vieilli, taché par le temps. Elle l'a posé sur la table, sans me l'attendre. Encore une différence fondamentale entre nous, elle ne s'imposait pas. Elle déposait. « Je les ai trouvés dans l'atelier, a-t-elle dit. Dans une boîte derrière des tiroirs. Je ne cherchais pas, je rangeais. Ranger. Le mot m'a fait sourire malgré moi, un sourire sec. C'était donc ainsi que le destin s'amuse en utilisant mes propres manies contre moi. J'ai pris l'enveloppe. Mes doigts étaient lents, maladroits, mais décidés. À l'intérieur, il y avait des lettres. Des copies de courrier, des pages arrachées d'un carnet et une feuille au papier jauni avec mon dessin. Mon dessin. La lavande, mes lignes, ma violence contenue. Le trait était le mien, indiscutable. Et pourtant, au bas de la page, une note d'écriture masculine, rapide, nerveuse. Ne pas publier. Ne pas montrer. Danger. Je me suis sentie basculer, non pas comme lors de mon malaise, mais comme une pensée qui cède. Inès parlait doucement, comme si elle commentait une restauration délicate. En 1968, il travaillait sur des pièces commandées par des gens engagés. Des réseaux, des financements. Votre dessin a été vu par quelqu'un qui cherchait un prétexte, une preuve, une façon de vous attaquer, vous et ceux qui vous entouraient. Je relevai les yeux, glacés. Il vous a protégé, a-t-elle dit. Mal, comme les hommes de sa génération, en se taisant. Il a caché le dessin pour qu'il ne circule pas. Et il a laissé croire le pire. Le pire. Ma gorge s'est serrée. 60 ans de haine, soigneusement rangée, prenaient soudain la forme d'une erreur. Non pas une erreur de fait, mais une erreur d'orgueil. « Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ?» ai-je murmuré. Inès a baissé la tête et sa réponse a été plus tranchante que toutes les accusations. « Parce qu'il vous aimait trop pour vous voir tomber et pas assez pour vous faire confiance. » Je suis restée immobile, les lettres dans les mains. Le papier sentait la poussière et la pierre, comme si le passé lui-même avait travaillé à se conserver. Et, dans ce silence d'opi, j'ai entendu très loin une autre rumeur, celle de Paris en mai 1968, non plus comme une légende, mais comme un piège.
Je comprenais enfin. Ce que j'avais pris pour un vol était une cachette. Ce que j'avais pris pour une trahison était une peur. Et ce que j'avais construit comme un empire de solitude n'était peut-être qu'un mausolée érigé sur un malentendu. Quand Inès est sortie, la chambre est redevenue trop blanche. Les murs semblaient attendre que je choisisse une version de la vérité, comme on attend qu'une vieille dame choisisse une robe pour sa propre cérémonie. J'ai posé les lettres sur la couverture, puis je les ai reprises, une à une, comme on reprend des objets après un incendie, avec précaution, avec une peur irrationnelle d'y trouver encore de la chaleur. Mon dessin me regardait. Ce n'était pas l'orgueil de ma jeunesse qui me faisait mal, mais sa naïveté. J'avais cru, à 24 ans, que l'on pouvait aimer sans danger. Et pour survivre à la déchirure, j'avais fait ce que je sais faire. J'avais classé l'amour dans la catégorie des erreurs, la douleur dans la catégorie des preuves, et Étienne Morel dans la catégorie des ennemis. Une bibliothèque intérieure parfaitement rangée, mais bâtie sur une fausse cote. Il y a des vérités qui ne vous libèrent pas. Elles vous déplacent. Elles vous obligent à habiter soudain une autre maison avec les mêmes meubles, mais une lumière différente. En sortant de l'hôpital, quelques jours plus tard, je n'ai pas demandé à rentrer directement au château. J'ai demandé qu'on me conduise au jardin. Mon jardin de lavande. Une ironie qui aurait fait rire quelqu'un d'autre. Moi, je l'ai reçu comme une gifle douce. On m'a installé sur un banc à l'ombre d'un vieux tilleul. La vallée s'étirait autour de moi avec son calme insolent. Le soleil de fin d'après-midi avait cette couleur de vin blanc trop vieux, doré, presque ambré, déjà sur le bord de l'oxydation. La lavande, pourtant, était sèche. Je l'avais fait planter il y a des années, par goût de l'image plus que par amour des plantes. J'aimais la façon dont le violet s'accorde avec le tuffeau, ce contraste aristocratique, une couleur vive contenue par une pierre pâle. Mais cet été-là, les épis avaient perdu leur souplesse. Ils craquaient sous le vent comme du papier. La beauté avait pris un autre visage, celui de la faim, de l'assèchement, de la forme qui tient encore mais ne nourrit plus. Je me suis penchée avec effort pour toucher une tige. Elle s'est brisée net entre mes doigts. Une fissure encore. J'ai pensé au kintsugi, cette réparation à l'or dont Inès parlait sans le nommer. Chez moi, on réparait en cachant, on retouchait les murs, on remplaçait les carreaux, on polissait les mots, on ne laissait jamais le défaut devenir visible. Parce que le défaut dans mon univers est une accusation. Il dit que quelqu'un a failli. Mais la lavande sèche disait autre chose. Elle disait que le temps n'est pas un procès, c'est un climat. Il ne juge pas, il passe. Et ce qui reste debout n'est pas ce qui avait raison, mais ce qui a accepté de plier. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas pleuré. Mes larmes sont rares, presque inutiles. Elles mouillent, elles ne changent rien. Ce que j'ai senti à la place, c'est un relâchement, comme lorsqu'on desserre enfin un corset après une soirée trop longue. Mon orgueil s'est déplacé de quelques millimètres à l'intérieur de moi. Infime mouvement, mais suffisant pour faire entrer l'air. J'ai revu Étienne. Non pas l'homme d'aujourd'hui, je ne savais pas à quoi il ressemblait, mais celui de 1968, près de la fenêtre, la pluie sur la vitre, le carnet disparu, et cette phrase « Il vaut mieux que tu ne l'aies pas maintenant ». J'avais entendu la condescendance. Je comprenais, maintenant, qu'il y avait aussi la peur. Une peur maladroite, masculine, qui protège en confisquant. Une autre image est venue, celle d'Alban, debout dans mon salon, prononçant « Je choisis ». Il avait fait ce que je n'avais jamais fait. Il avait choisi l'amour malgré le risque. Et il avait accepté de payer le prix, quitter le château, quitter la promesse facile. Le château. J'ai pensé à mes couloirs, à mes portraits, à mes silences. Une forteresse de tuffeau, oui, mais aussi une cage, si l'on y regarde bien. Les pierres n'empêchent pas la solitude, elles la décorent. Alors j'ai compris, avec une lucidité qui m'a presque fait mal, mon ennemi n'avait jamais été Étienne Morel. Mon ennemi, c'était cette idée absurde que j'avais nourrie toute ma vie, qu'il valait mieux être irréprochable que d'être vivante. Le vent a soulevé une poussière de lavande sèche. Elle est venue se poser sur ma jupe sombre comme une cendre violette. J'ai regardé cette poussière et j'ai eu soudain envie de faire un geste que je n'avais jamais fait. Accepter d'être salie, accepter d'être en tort. Non pour m'humilier, mais pour laisser aux plus jeunes,
une chance d'aimer sans héritage empoisonné. Et c'est là, au milieu des tiges cassantes et du soleil qui descendait, que la décision s'est formée. Pas comme un grand discours, plutôt comme une lettre qu'on commence à écrire dans sa tête avant même d'avoir trouvé le papier. Je suis rentrée au château avec cette fatigue particulière qui suit les décisions irréversibles. Non pas l'épuisement du corps, celui-là m'était familier depuis l'hôpital, mais une lassitude plus nue, plus dangereuse, celle qui suit la chute d'un principe. Les pierres de l'allée semblaient plus rapprochées, comme si le lieu lui-même resserrait son emprise, inquiet de me voir changer. Je suis allée directement à mon bureau. Cette pièce est le cœur véritable du château. Les salons sont des décors, le bureau est un organe. Le bois sombre y absorbe la lumière, les rideaux filtrent le jour comme une conscience prudente. Sur le mur, le blason des Vigny, usé, discret, rappelle à chacun, surtout à moi, ce que signifie tenir. J'ai ouvert le tiroir. La broche était là, exactement comme je l'avais laissée. Je l'ai sortie, lentement. À la lumière du soir, la pierre violette ne brillait pas, elle respirait. Ce n'était pas un bijou de triomphe. C'était un objet de passage. Je l'ai posé sur le bureau, près de l'encrier que je n'utilisais plus que par fidélité à l'idée d'écrire à la main. Puis j'ai pris le papier. Un papier ancien, à en-tête, avec ce relief presque effacé que l'on sent plus qu'on ne voit. Un papier que l'on réserve, normalement aux annonces importantes, décès, mariage, fondation. J'ai pensé avec une ironie sèche que ce que j'allais écrire relevait des trois à la fois. La plume a tremblé, à peine, suffisamment pour me rappeler que le corps, même docile, garde sa mémoire. J'ai respiré, une fois, deux fois, puis j'ai écrit son prénom, Étienne, sans titre, sans chair, sans défense. Je n'ai pas raconté l'histoire. Les histoires sont des abris pour les lâches. Je n'ai pas justifié mes silences, ni mes humiliations calculées, ni ces 60 années de froideur entretenues comme un jardin à la française. J'ai écrit peu, des phrases nettes, presque sèches. Nous avons passé trop de temps à vouloir avoir raison. La phrase m'a surprise moi-même. Elle contenait une fatigue que je n'avais jamais admise. J'ai continué. Je choisis aujourd'hui d'avoir tort. Avoir tort. Non pas me tromper, non pas regretter. Avoir tort, comme on a un âge, comme on a une cicatrice. Assumer la place exacte de la faille. J'ai posé la plume. J'ai regardé l'encre sécher lentement, s'enfoncer dans le papier comme une vérité qui trouve enfin sa matière. Puis j'ai ajouté, presque en marge, une phrase qui ne s'adressait pas seulement à lui, pour que les enfants soient libres. Les enfants, Alban, Inès, leur avenir n'avait pas besoin de mon pardon. Il avait besoin que je cesse d'empoisonner le présent avec un passé mal compris. J'ai signé Thérèse de Vigny. Le nom n'avait jamais été aussi léger. Le lendemain matin, j'ai demandé qu'on porte la lettre. Pas par courrier ordinaire, par une main. Une enveloppe confiée à quelqu'un qui comprend le poids du geste. Les grandes familles savent encore cela. Certaines choses ne voyagent pas seules. En attendant, j'ai rangé mon bureau. Un rangement différent. Non plus pour effacer, mais pour laisser apparaître. J'ai sorti de vieux carnets. J'ai laissé visibles des annotations imparfaites. J'ai même déplacé un portrait, révélant une trace plus claire sur le mur. Une silhouette fantôme de ce qui avait été accroché trop longtemps. Dans l'après-midi, Alban est venu. Il ne s'attendait pas à me trouver debout, appuyé à la fenêtre, regardant la Loire comme si elle me parlait. Je lui ai demandé de s'asseoir. Il l'a fait avec prudence, comme on s'assied chez quelqu'un qu'on ne reconnaît plus tout à fait. J'ai écrit à Étienne Morel, ai-je dit. Il a levé les yeux. Aucun triomphe, juste une inquiétude retenue. « Pourquoi ?» a-t-il demandé. Je me suis tournée vers lui. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas cherché la formule parfaite, parce que j'ai confondu la dignité avec la dureté, et que je n'ai plus le temps pour cette erreur. Il n'a rien répondu. Il s'est levé et m'a embrassée, non pas sur le front cette fois, mais sur la joue. Un geste simple, humain, presque indécent dans cette maison. Quand il est parti, le château n'était pas plus chaud, mais il était moins fermé. Et moi, pour la première fois depuis 60 ans, j'attendais quelqu'un. Non pas pour régler un compte, mais pour partager un silence qui n'aurait plus besoin d'armes. Le jour de la rencontre, le ciel s'était habillé de cette lumière de Loire que rien ne copie. Un gris perle, traversé de dorures lentes. Il ne faisait ni beau ni mauvais. Il faisait vrai.
Dans l'air flottait une odeur d'herbe humide et de pierre tiède, comme si le paysage lui-même avait retenu son souffle. J'ai choisi le jardin, pas les salons. Un thé, pas un déjeuner. On aurait pu croire à une coquetterie d'ancienne éditrice, à ce goût de la mise en scène que je traîne comme un vieux parfum. Mais ce choix avait une autre raison. Je ne voulais pas d'un décor qui impose. Les salons de mon château portent trop de passé, trop de rôles. Dans le jardin, il n'y a que la lumière, le vent et le temps qui passent sur les choses sans demander la permission. La table était petite, ronde, recouverte d'une nappe claire. J'avais demandé des tasses simples, pas la porcelaine cérémonieuse, pas le cristal. 2 verres d'eau aussi. Les vieux savent qu'on ne boit pas seulement pour le plaisir, on boit pour tenir. Et j'avais mis très bas un quatuor de Ravel comme une respiration, pas comme un rideau. Je me suis assise avant l'arrivée d'Étienne. C'était important, ne pas l'accueillir debout comme une reine. Être déjà là, simplement, comme une femme qui a attendu longtemps et qui n'a plus d'intérêt à feindre. Quand il est apparu au bout de l'allée, j'ai senti mon corps se raidir. Réflexe ancien, presque ridicule. Il marchait lentement, avec cette prudence des hommes âgés qui refusent encore la canne par fierté. Ses épaules avaient perdu leur arrogance. Son visage, lui, gardait une netteté étonnante. Les traits creusés, oui, mais pas effondrés. Il portait un veston sombre, sans ostentation, et son regard cherchait le mien comme on cherche une porte dans une maison qu'on a connue enfant. Je ne me suis pas levée. Il s'est arrêté à quelques pas. Nous nous sommes regardés. Longtemps. Pas de larmes, pas de gestes. Rien que ce face-à-face silencieux où l'on sent, derrière les yeux, les années s'empiler. « Thérèse », a-t-il dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. Les mots, à cet instant, semblaient trop lourds, comme des meubles qu'on hésite à déplacer. « Étienne », ai-je fini par répondre. Nous nous sommes assis. C'était presque comique, cette politesse de 2 ennemis qui se retrouvent devant une théière. Mais le comique, parfois, est une forme de vérité. Il dit l'absurdité de nos drames. J'ai versé le thé. Ma main n'a presque pas tremblé. Je l'ai observé prendre la tasse. Ses doigts avaient une légère raideur, mais le geste restait précis. J'ai pensé à l'homme de 1968, à ses silences, et j'ai compris soudain que le temps ne punit pas. Il réduit tout à l'essentiel. « J'ai reçu votre lettre », a-t-il dit. Il n'a pas ajouté « merci ». Il n'a pas ajouté « pourquoi ». Il a laissé la phrase nue, comme un fait. Je l'ai regardé et j'ai choisi la phrase la plus simple, pas la plus belle, la plus exacte. « J'ai cru que vous m'aviez volé ». Il a baissé les yeux, 1 seconde, c'est tout. Chez les hommes comme lui, la honte n'est pas un spectacle. C'est un mouvement minuscule, presque imperceptible, qui traverse le visage comme une ombre d'oiseau. « J'aurais dû parler », a-t-il dit. « J'ai pensé que le silence vous protégerait. » Je n'ai pas souri. J'ai senti, au contraire, une douceur étrange. Non pas du pardon, pas encore, mais la fin d'un malentendu qui avait eu la cruauté d'une longue maladie. « Le silence n'a protégé personne », ai-je répondu. Il a hoché la tête. Son regard s'est posé sur le jardin, sur les lavandes sèches, sur la Loire au loin. Je sais, un silence a suivi. Mais ce silence n'était plus une arme. Il avait une texture nouvelle, celle d'une paix imparfaite mais possible. Au bout de la table, Alban et Inès sont apparus, à distance. Ils n'ont pas interrompu. Ils ont simplement été là, main dans la main, comme une promesse discrète. Je les ai regardés et j'ai senti le vieux château, derrière moi, perdre un peu de sa dureté. J'ai sorti une petite boîte. À l'intérieur, la bague des Vigny, celle que je gardais comme un sceau, comme un rappel de ce que je croyais devoir défendre. Je l'ai prise entre mes doigts et, sans discours, je l'ai tendue à Inès quand elle s'est approchée. Elle a hésité, par respect. Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Ce n'est pas un cadeau », ai-je dit. « C'est une ouverture. » Elle a pris la bague avec un soin infini, comme on prend une pièce fragile qu'on ne veut pas casser davantage. Étienne m'a observé. Il n'y avait plus de passion dans son regard, mais il y avait une reconnaissance tranquille, presque douloureuse. « Vous étiez toujours belle quand vous cessiez de vous défendre », a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement levé ma tasse. La lumière a glissé sur la théière, sur les mains ridées, sur la bague qui changeait de propriétaire. Le fleuve, au loin, continuait sa route sans nous attendre. Et j'ai compris, dans cette clarté sans lyrisme, que le temps ne nous rend pas meilleurs. Il nous rend plus vrais.
Et la vérité, parfois, suffit pour que l'oubli cesse d'être une fuite et devienne enfin une paix. Il y a des histoires qui ne parlent pas d'amour perdu, mais d'amour différé. Des récits où l'ennemi n'est pas l'autre, mais l'orgueil que l'on confond trop longtemps avec la dignité. Si j'ai mis 60 années à comprendre cela, ce n'est pas parce que j'étais aveugle, c'est parce que j'étais convaincue d'avoir raison. Le temps ne nous demande pas d'être irréprochable, il nous demande d'être juste. Et la justice intime, celle qui n'apparaît dans aucun tribunal, commence souvent par un geste que nous redoutons plus que la mort. Reconnaître que nous avons pu nous tromper. J'ai appris qu'un silence peut être plus violent qu'une trahison, qu'une rancune bien entretenue peut devenir un héritage toxique, transmis sans un mot aux générations suivantes. J'ai appris aussi que s'excuser n'est pas s'abaisser, c'est descendre volontairement de la forteresse que l'on a construite pour enfin toucher la terre, sentir sa rugosité et y poser une main nue. Peut-être que vous aussi, en écoutant cette histoire, avez pensé à un nom, un visage que vous n'avez pas revu depuis trop longtemps, une phrase que vous n'avez jamais prononcée, par fierté, par peur ou par habitude. Dites-moi, combien d'années faut-il pour qu'une certitude devienne une prison? À quel moment la dignité cesse-t-elle d'être une force pour devenir un mur? Et si vous aviez aujourd'hui la possibilité d'écrire une seule lettre, une lettre honnête, sans défense, à qui l'adresseriez-vous? Il n'est jamais question ici de réparer le passé. Le passé ne se répare pas. Mais il est parfois encore possible de libérer l'avenir. Si cette histoire a fait résonner quelque chose en vous, une fissure, un regret ou au contraire un apaisement, je vous invite à nous écrire. Racontez-nous votre propre moment de bascule, le jour où vous avez demandé pardon ou celui où vous auriez voulu le faire, ou peut-être celui où vous avez compris que le silence n'était plus une protection, mais une fuite. Vos histoires, comme celle-ci, méritent d'être dites. Parce qu'à tout âge, tant qu'il reste un mot à écrire, il reste encore un geste possible vers la vérité. Oh, Kate, that is amazing. I'm so happy. Oh my God, Kate, I feel like, oh my God, it's been forever. I've just seen them, Kate. They're on my other window. Good morning, Jim. Good morning, Kate. Good morning, love. Say hi to Gillian, please, Jim. How are you? Oh, Kay, I'm buzzing for you. Oh, what job is it? What are you doing? Is it similar to what you were doing before? Oh my God, thanks, Kate. I was just feeling a bit rotten, actually, so thank you. I went for a walk this morning because my eyes are all puffy. Maybe this is better. Can I stream like this for the rest of the day? And Lid, good morning, Lid. The shirt looks great. Thank you. I was actually just thinking I didn't like how it looked, so thanks. My light, however, is flickering because I've just knocked my desk, for fuck's sake. Fuck it, I don't care. Can I stream like this? Good morning, Lid. Oh, what a lovely first message of the day. How's your weekend? Guys, how's everyone's weekend? If you just come in, how's your weekend? Tell me about it. What did you do? What was the highlight? What was the low light? Mickle! Mickle, thank you so much. 7 months! Keep missing as soon as I pop by before work. Hello, thank you for popping by. I hope you have a good day at work. It's really nice to see you, Mickle. Hope you had a good weekend. My weekend wasn't long enough. Yeah, I feel like I just need an